Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir à 3h33 du matin, ou plutôt cette nuit, je vais vous faire une petite vidéo qui va parler d'un sujet assez profond, un sujet que je vais essayer de débroussailler, même je vais essayer de faire progresser la science ou le raisonnement scientifique grâce à cette vidéo qui est le fruit de ma réflexion instinctive, mais réflexion qui est basée aussi sur une accumulation de recherches énormes et ensuite une façon de penser analogique qui me permet de voir les rapports des choses entre elles. Donc je suis arrivé à une conclusion qui est assez profonde sur la façon dont nous transmettons ce que nous avons vécu à notre descendance. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on est lamarckien. Effectivement, Lamarck n'avait pas totalement tort, on s'en aperçoit un peu actuellement avec l'épigénétique. L'épigénétique qui est, dans le domaine de la recherche scientifique, une des parties qui est la plus fantastique actuellement, où il y a des découvertes fondamentales qui remettent complètement en cause notre conception du monde et notre conception de la transmission de la vie, de la transmission de nos adaptations et la transmission de notre vécu, si vous voulez. Donc, ce lamarckisme que l'on peut voir un peu dans les recherches en épigénétique actuelles ne foule pas au pied du tout le darwinisme, qui reste la colonne vertébrale de l'évolution de la transmission des caractères, mais effectivement, nous transmettons aussi notre vécu. Alors, j'ai fait deux petits textes. Alors, je ne vais pas parler techniquement de génétique. D'abord, je n'en ai pas les moyens, je ne suis pas un chimiste moléculaire, mais je vais parler des principes de base qui régissent notre adaptation au monde, tout simplement. Je vais expliquer les principes, et il n'y a pas besoin de termes techniques pour expliquer les choses, pour expliquer la façon dont le monde se développe et dont le monde évolue. Après, bien sûr, un technicien pourra expliquer en allant bien dans la matière, dans l'énergie, dans le moléculaire, pourra expliquer les changements qu'il y a au niveau physique, comment ceux-ci se transmettent, mais les principes peuvent être expliqués avec des mots simples et des paraboles. Donc voilà, j'ai fait deux petits textes sur Facebook, sur mon Facebook qui ont intéressé pas mal de personnes. Alors voilà, mon premier petit texte, je vais vous lire les deux, et puis après je vais essayer de parler un peu d'évolution, de mutation, de darwinisme et d'épigénétique, un peu donc de lamarckisme, un peu. Les deux étant liés, si vous voulez, aucun des deux n'a tort, et ils ont tous les deux raison. Simplement, Lamarck avait peut-être mal vu le fonctionnement de la transmission du vécu, et Darwin était un peu limité dans sa perception, vu qu'il n'avait pas du tout de notion de génétique. La connaissance des gènes est venue bien plus tard, et la sélection naturelle ne fait pas tout, bien sûr. Il y a d'autres... la sélection naturelle, grossièrement, il a absolument raison, mais si vous voulez, il n'y a pas que la sélection du mieux loti génétiquement, il y a aussi ce que nous faisons de notre vie et qui modifie notre structure même. Donc voilà, je vais vous lire deux petits textes. Alors, nous transmettons notre vécu émotionnel fort. En survivant à un stress, nous imprimons dans notre génome les actions qui lui étaient associées et qui nous ont permis de survivre. C'est ainsi que nous transmettons cette mémoire génétique d'actions vécues sous fortes émotions et de réflexes conditionnés pour que notre descendance soit parée pour la survie. Il en va de même pour les actions à fort ressenti de plaisir, car le plaisir est associé le plus souvent à une action d'accumulation énergétique et de puissance ou à une action reproductive. Donc une action positive pour la survie de l'individu et de l'espèce. Les comportements salvateurs, que ce soit par jouissance,
ou par peur, sont prioritairement imprimés dans notre génome et transmis à notre descendance pour sa survie. L'avenir me donnera encore une fois raison. Je dis ça parce que de nombreuses recherches actuelles prouvent et confirment tout ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos sur l'évolution humaine, particulièrement Néandertal. C'est les dernières, mais j'en ai Stèle des rêves aussi. Il y a des recherches récemment qui ont confirmé ce que je disais sur les rêves. Donc on peut voir que notre vécu, nos émotions influencent très fortement notre mémoire, mais doit aussi influencer notre génome, tout simplement. Et c'est essentiellement les émotions fortes, évidemment les émotions moyennes que l'on vit tous les jours, n'ont pas d'influence particulière car elles ne sont pas liées à des activités salvatrices, activités de survie. Un fort stress, c'est un stress auquel nous avons survécu, donc on a intérêt à le mémoriser car les actions que nous avons passées par ce stress, les actions que nous avons effectuées sous ce stress nous ont permis de survivre. Et pareil, une forte jouissance ou un fort plaisir est en général lié à une accumulation calorique, une accumulation d'énergie ou une action reproductrice qui nous permet de survivre, donc d'accumuler l'énergie, ce désir de puissance, comme on a si bien parlé Nietzsche, mais aussi ce désir de reproduction, et ça, ce désir profond, cette joie ultime qu'on a, cette joie formidable qu'on a en se gorgeant d'énergie et en redonnant son énergie au monde, donc dans la joie et le bonheur, en général, marque très profondément les souvenirs qui y sont associés et visiblement va marquer aussi notre génome. Alors quand je dis ça, c'est parce que des recherches ont été menées sur des souris, ils ont du mal encore à voir la façon dont ça se transmet à la descendance, mais on s'aperçoit que des souris qui ont été programmées pour avoir une certaine stimulation négative face par exemple à une odeur, marquaient une répulsion pour cette odeur dans leur vie, mais leur descendance avait aussi cette répulsion pour cette odeur, pour ces molécules, tout simplement parce qu'il y a sûrement une empreinte du génome, dans le génome, une empreinte dans le génome, pas forcément une empreinte de l'ADN, mais une empreinte peut-être du matériel qui est autour, qui va activer ou désactiver des gènes qui vont faire qu'on va être sensible, plus ou moins sensible à certaines odeurs, à certaines sensations, certains stimuli sensoriels, bien sûr. Et c'est ce que nous allons transmettre à nos petits, notre vécu intensif. Donc c'est pour ça, par exemple, que des vieux papas comme moi, qui ont une vie très importante, vont sûrement transmettre à leurs petits, s'ils sont des papas âgés, comme j'ai été un papa âgé, beaucoup plus de leur vécu personnel, qui ont influencé, qui ont sûrement marqué leur génome, que mon patrimoine génétique pur et dur, tout simplement, qu'un jeune papa pourrait transmettre. Donc vous voyez, on voit des différences. Alors ce que je dis là n'est pas prouvé réellement, on commence à voir des brides, des soupçons, des lumières dans les ténèbres, des soupçons de preuves, mais bien sûr, comme je me trompe très rarement, il y a de fortes chances que ce soit la réalité vraie, pour ne pas dire ça ne peut être que ça, si vous voulez. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors je vous avais fait un autre petit texte qui était qui était à peu près le même texte pour que vous compreniez bien la façon dont on transmet nos émotions. Ça peut paraître stupide, transmettre une émotion, mais ce qu'on pourrait appeler du déjà vu, c'est des fois des émotions sensorielles, donc des relations au monde qui ont marqué nos ancêtres et qui nous marquent nous aussi. Donc ces sentiments de déjà vu sont peut-être des empreintes mémorielles, des empreintes de mémoire au fond que nous avons vécues, que nous n'avons pas notées, mais peuvent être sûrement aussi liées à des empreintes de mémoire de notre passé, de nos parents, et de nos plus anciens parents, ça peut, de notre lignée, donc ça peut être lié à cela. Donc je vais vous lire mon second petit texte que j'ai fait, je l'ai appelé, non sans humour, la loi de la vie et de mémorisation. Comme ça, il restera peut-être ça de moi dans ce monde. C'est une blague, bien sûr.
J'espère qu'il ne restera rien sauf le savoir que je transmets et c'est pas la peine de vous souvenir de mon nom. Souvenez-vous de mon œuvre, ça sera déjà bien supérieur, comme dirait Van Damme. Il faut que mon œuvre soit supérieure à mon nom. Je veux que les gens se souviennent de mon œuvre et non de mon nom. Mon nom passe, les individus passent. Seul le savoir doit se transmettre. Voilà, hein, comme disait Mohamed, qui a dit qu'il ne voulait pas qu'on le représente. Mohamed le prophète, hein, bien sûr, qui est un exemple pour moi, comme je dis toujours, qui a dit ça, hein, qui dit un peu ça comme Van Damme. Hein. Alors, on compare maintenant, ils disent des choses bien tous les deux. Hein. L'important, c'est le savoir que nous transmettons, hein, et pas notre nom, hein, car il ne restera rien de nous. Voilà, alors, loi de la vie et de mémorisation. C'est mon petit texte. J'espère que vous allez comprendre un peu comment fonctionne l'univers. Ce que vous vivez sous stress ou sous joie intense, alors c'est ce que vous vivez sous stress ou sous joie intense qui se mémorise le mieux. Et cela, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, mais aussi dans l'empreinte que vous laisserez dans votre génome et votre descendance. La joie et le stress vécu étant des émotions correspondant à des actions qui ont été réalisées, qui ont été utiles à votre survie, soit par récompense énergétique, l'augmentation de la puissance ou possibilités reproductives qu'elles vous offraient, soit par le fait qu'elles ont marqué la survie à une situation négative. C'est donc les émotions intenses qui génèrent des bouleversements électrochimiques capables de renforcer les connexions synaptiques et d'ancrer ainsi la mémoire pour générer des réflexes ou pensées conditionnées et agir plus vite dans le futur. Mais aussi, ces émotions intenses ont la possibilité de modifier notre génome pour générer une mémoire génétique transmissible. Un répertoire d'actions et de réflexes salvateurs qui permettront à notre descendance de survivre. C'est donc en partie l'intensité des émotions qui décidera de ce que vous mémoriserez dans votre existence et transmettrez à votre descendance. L'avenir me donnera encore raison. Voilà un petit texte, c'est un peu la même chose que le premier, mais j'espère que vous avez compris un peu que ce sont les émotions fortes, les vies avec des émotions qui marquent et impriment ces émotions dans notre génome, mais aussi dans notre mémoire. La pression de notre génome se fait d'une façon encore sûrement électrochimique, que je ne connais pas, que les chercheurs vont bientôt découvrir, car je suis toujours en avance dans la façon de penser, mais bien sûr, il faudra que des chercheurs comprennent le pourquoi du comment au niveau moléculaire. Mais ce que j'explique pourra être prouvé par la suite. Donc, il faut savoir que notre mémoire s'imprime de la même façon, notre mémoire de ce que nous vivons, notre mémoire s'imprime de la même façon que notre génome. Il y a une similitude, c'est-à-dire que les émotions fortes vont générer des molécules, sûrement vont générer des traceurs chimiques, des réactions électrochimiques qui vont par exemple se mettre dans notre vie de tous les jours sur nos synapses, donc sur nos connexions entre nos neurones, qui forment des connexions qui vont former nos actions, si vous voulez, notre réflexion, notre perception du monde, et les actions que nous allons en tirer. Donc, nos émotions fortes vont correspondre à des actions, elles vont entraîner des actions, et ces actions et ces émotions fortes vont générer sur les neurones, sur les connexions synaptiques qui ont été utilisées, des traceurs chimiques. Donc, les connexions synaptiques utilisées se renforcent toujours, un peu comme un muscle, la musculation, et pendant le sommeil, le corps déconnecté totalement de son action locomotrice, donc l'énergie de notre corps allant plutôt dans la reconstruction cellulaire, tout simplement, c'est basé sur des flux énergétiques, des reconstructions. On rebâtit ce qui a été utilisé, ce qui est utilisé s'use, mais on le rebâtit sur le plan qui était là avant, donc ce qui a beaucoup servi va être renforcé. Donc les émotions fortes correspondent à des connexions neuronales, donc il y aura sûrement des traceurs chimiques, ou des dégradations chimiques des gaines synaptiques, donc il va rester des différences moléculaires qui vont sûrement faire qu'il va y avoir une reconstruction plus importante à ce moment-là des connexions neuronales, donc
des connexions synaptiques qui ont été utilisées lors de ces stress ou lors de ces joies intenses. Donc pendant votre sommeil, le corps déconnecté complètement de ses actions locomotrices qui le relient au monde va se concentrer sur la reconstruction interne et va à ce moment-là régénérer, outre les tissus musculaires, tous les tissus, va aussi régénérer le cerveau et particulièrement les zones qui ont servi, créant ainsi des réflexes conditionnés et des mémorisations qui vont vous permettre à la prochaine fois d'agir plus vite, donc de survivre plus vite ou d'aller plus vite vers la calorie ou la reproduction. Toujours la même chose. Alors, ces mêmes actions fortes doivent avoir un rôle très important, les stress intenses et les joies intenses, sur votre génome, en modifiant sûrement votre génome d'une façon subtile qui permettront justement à votre descendance de reproduire d'une façon bien sûr plus subtile, parce que ça ne va pas être marqué, les souvenirs ne vont pas être marqués de façon intense, et peut-être les réactions à certaines odeurs, les réactions à certaines luminosités, les réactions à certaines confrontations sensorielles, sans avoir un souvenir exact des choses, mais une confrontation sensorielle, la lumière, la chaleur, une association de confrontations sensorielles vont induire certains comportements dans votre descendance, comportements qui auront été chez vous salvateurs, donc ils vous auront sauvé la vie, ils auront été dans ce cas-là associés à un fort stress permettant justement chimiquement de modifier votre génome, et aussi ce fort stress aura permis d'ancrer vos souvenirs. Vous voyez comme les émotions intenses ancrent votre mémoire, mais aussi ancrent votre mémoire génétique, et c'est magnifique. Alors ce que je vous dis là, on peut rigoler au début en disant tu n'apportes pas de preuves, mais les scientifiques vont vous l'apporter après, et ça n'a absolument aucune prétention, et ma démarche n'est pas du tout non scientifique, elle est simplement d'une logique pure, parce que voulez-vous que ça soit autrement, et comment voulez-vous que l'on transmette des réflexes et des attitudes chez les peuples, et des fois ce n'est même pas culturel. Je vais parler juste de celle qui m'avait fait le plus rire de ces attitudes, qu'on en voit partout dans tout le monde entier. C'est quand les jeunes femmes veulent plaire à un homme, elles passent devant lui, passent de face, montrent leur dos, donc montrent leur localisation graisseuse et leur belle formation de bassin, et ensuite elles se retournent avec un sourire et elles repartent en avant montrant « tu vois, je suis libre ». Et ça, ce n'est pas que culturel, c'est dans toutes les zones du monde, et même les petites filles le font instinctivement. Donc on voit que certains comportements sont inscrits au fond de nos gènes et doivent être des comportements qui sont inscrits par les joies intenses auxquelles ils étaient associés, ou par les stress auxquels ils étaient associés. Ceux-ci ont ces émotions fortes ayant modifié par leur réactions, les émotions fortes étant des réactions électrochimiques, tout simplement, ayant modifié la mémoire d'un individu, mais aussi son génome d'une façon sensible, mais subtile. Voilà ce que je voulais dire, et j'espère que vous comprendrez. Ça n'a rien de si magique que ça. Les déjà-vus doivent rentrer des fois dans ce type de mémorisation génétique. Bien sûr, ça sera sûrement bien plus étudié dans l'avenir, mais je suis un précurseur, comme ceux qui suivent ma chaîne peuvent le voir, en voyant tomber toutes les découvertes scientifiques que j'avais notées sur mon YouTube avant. Tous ceux qui me suivent pourront le dire et pourront confirmer. N'hésitez pas à confirmer, parce que beaucoup de gens prennent ma chaîne et croient que je suis un huluberlu. Je suis un huluberlu qui vend des millions de livres et qui est quand même étudié dans de nombreuses facs du monde entier pour sa rigueur en anatomie et en biomécanique. Cette rigueur en anatomie et en biomécanique, je la mets aussi dans mes raisonnements scientifiques et philosophiques. Voilà. Alors, je voulais terminer sur les systèmes, sur l'évolution, la petite confrontation entre Lamarck et Darwin. Il n'y a pas vraiment de confrontation. Les deux ont raison. Les deux pourraient s'asseoir à la même table et discuter. Ils se serraient la main en disant « nous avons tous les deux raison ». Nous avons juste vu le monde sur deux points de vue différents qui étaient justes. Alors maintenant, je vais vous parler des mutations darwiniennes. Alors, Darwin avait parlé de mutations. Il ne connaissait pas les gènes,
mais de transmission aléatoire de caractère. Il y a donc des mutations. L'organisme est fait pour muter en permanence. Il n'y a aucune stabilité dans cet univers. Cet univers commence, cet univers évolue, le temps marche parce qu'il y a le mouvement induit une non-stabilité, donc un déséquilibre permanent, un rééquilibre, déséquilibre, un déséquilibre cherchant l'équilibre, c'est un peu de philosophie. Donc le monde, les hommes mutent en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des dégradations, une mauvaise réplication, pas une mauvaise réplication, mais une réplication avec des erreurs de notre ADN, de notre code génétique, qui permettent, qui est la codification de notre structure, c'est le plan de notre machine. Quand nous la répliquons, il peut y avoir des erreurs, et ces erreurs, ce que nous appelons des mutations. Ces mutations sont le plus souvent négatives pour les individus, mais le monde continue à faire des mutations, on continue à avoir des mutations aléatoires. Alors, ces mutations, bien sûr, peuvent être en général activées par le milieu, par la confrontation au milieu, par le stress. Alors, le stress d'une confrontation au milieu, d'une confrontation à un polluant, d'une confrontation à des chocs, d'une confrontation émotionnelle. Le stress a tendance, le stress physique, le stress chimique, le stress physique étant un stress chimique, bien sûr, le stress émotionnel étant électrochimique, peuvent entraîner une accélération des mutations. Les mutations, comme je vous le dis, étant le plus souvent négatives, mais confrontées au stress, un stress intense, il y a plus de mutations, donc il y a plus d'erreurs dans la réplication de notre génome. Donc nous allons transmettre dans certaines cellules. Donc l'avantage de ces erreurs, c'est qu'elles sont bien sûr négatives pour l'individu à 99% du temps, mais qu'il y a des fois une mutation qui peut être salvatrice, donc sauver l'espèce, car elle apporte un plus adaptatif. C'est très rare, mais ça arrive. Alors, bien sûr, à ce moment-là, comme le milieu change en permanence, et nous devons nous adapter au milieu, que ce soit des bactéries, que ce soit le climat, il y a plein de façons dont le milieu change, la confrontation à une augmentation d'individus. Donc, le fait d'avoir une mutation positive, cette mutation sera toujours, la plupart du temps, cette mutation sera sélectionnée et à ce moment-là va se diffuser très vite dans la population parce qu'elle donnera un avantage certain à ceux qui l'ont. Donc il y aura à ce moment-là une explosion du porteur de la mutation, les autres ayant en général moins de chances de transmettre leur gène. La loi du plus fort, bien sûr. Mais alors c'est marrant parce que ces mutations sont activées par le stress, donc activées par le changement du milieu, puisque le stress étant, on est adapté normalement bien à un certain milieu. Quand le milieu change, nous allons subir des stress physiques, stress organiques, stress émotionnels, qui vont activer justement ces mutations et qui vont, dans ce cas-là, augmenter les chances de trouver la bonne mutation pour l'espèce. En général, les mutations, comme je dis, étant négatives, mais dans ces conditions-là, la bonne mutation sera toujours sélectionnée et permettra à l'espèce de survivre. Donc voilà ce qui est important de voir. Ce sont des mutations aléatoires. C'est comme la roue, c'est comme, vous savez, comme le loto. On tourne les boules dans tous les sens et hop, on pioche à l'intérieur. Mauvaise, et hop, un jour il y a la bonne qui correspond justement au chiffre, qui correspond au milieu. Donc voilà un peu comment se passe le système des mutations. Ce sont des mutations aléatoires. Ça, c'est le darwinisme pur et dur. Mais la bonne mutation étant sélectionnée pour la survie de l'espèce. Donc c'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement génétique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un changement de milieu intense, un stress intense sur l'espèce subissant en général plus de mutations par le stress, justement le stress entraîne dans des mutations, et à ce moment-là, il y a une sélection de l'individu adapté, les autres disparaissant, et l'individu adapté survivant. C'est-à-dire, vous avez un individu par exemple qui a beaucoup de poils, comme un mammouth, je ne sais pas, un éléphant avec beaucoup de poils, survivra dans un milieu qui se refroidit, alors que ses copains qui ont moins de poils survivaient beaucoup mieux que lui quand il était dans un milieu
qui était chaud, donc il pouvait évacuer plus facilement la chaleur par thermorégulation et ne pas avoir une bourre de laine et plein de laine, donc une mutation qui fait qu'on soit plus poilu, qu'un éléphant est plus poilu, va le faire plus survivre dans un milieu froid si ce milieu est froid. C'est tout simplement le darwinisme de base. Donc c'est comme ça que se transmettent les choses. Après, vous avez l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est le vécu qui peut entraîner, comme on dit, l'activation ou la désactivation de certains gènes. Alors votre matériel, votre ADN est composé de plein de gènes, certains vont être activés, d'autres ne vont pas être activés en fonction du milieu. Alors bien sûr, on s'était aperçu de ça lors de la famine de 45, je crois, en Hollande. On la reprend toujours parce que c'est la première fois qu'on s'est vraiment aperçu qu'il y avait, que le vécu influençait la transmission la modification du génome. Alors pas la modification réelle de l'ADN, mais la modification de l'ADN est en fait par mutation aléatoire, comme j'ai dit avant, mais la mutation du génome, donc du matériel qui se trouverait à côté de l'ADN dans votre génome, et qui activerait ou désactiverait certains gènes en fonction du milieu. Alors on s'est bien aperçu de ça en Hollande, en 1945, quand l'Allemagne a fait un blocus de la Hollande qui refusait de combattre avec eux, de s'allier, donc ils les ont bloqués, donc il y a eu des famines, il y a eu des mamans carencés, les petits-enfants, les mamans ont été très carencés, les petits-enfants qui sont nés sont nés avec des modifications génétiques, dont souvent, en général, tendance à l'obésité, diabète, donc une tendance à marcher plus lentement, un métabolisme plus lent, et une tendance à avoir un problème de métabolisation des sucres quand il y en avait trop dans l'organisme, et un problème de métabolisation du gras surtout. Donc on a vu, alors les spécialistes nous corrigeront, on a vu que ces personnes-là avaient justement, en fin de compte, une adaptation à des carences alimentaires, mais quand elles repassaient en pléthore calorique, à ce moment-là, elles étaient gênées. À ce moment-là, il y aura sûrement du stress qui va refaire venir, qui va sûrement, sélectionner d'autres gènes à l'intérieur, donc va faire exprimer, comme ils expliquent, d'autres gènes en fonction du milieu. Donc nous avons tout un réceptacle de gènes différents, notre ADN, pas un réceptacle, toute une combinaison de gènes différents qui s'activent ou se désactivent en fonction de notre vécu, bien sûr, notre vécu personnel, mais en fonction de ce que vivent nos parents et qui transmettent justement cette activation à leurs petits, tout simplement. Alors bien sûr, et ça on le dira plus tard, mais je vais quand même l'expliquer, ce matériel génétique doit progressivement disparaître au cours des générations s'ils ne sont pas réactivés. C'est-à-dire que je pense, et ça doit être très simple, que ce matériel génétique doit se conserver s'il est activé plusieurs fois au cours des générations, et s'il finit par ne plus être utilisé, il va progressivement se dégrader et disparaître au profit d'autres modifications du génome qui vont correspondre à des adaptations en fonction de milieux différents. Mais si un milieu disparaît, les gènes qui correspondent à l'adaptation à ce milieu vont finir au cours des générations par ne plus être exprimés, même par disparaître progressivement, être évacués, en ne conservant il y a une espèce de sélection naturelle au sein, justement. La sélection naturelle doit aussi avoir lieu au sein de ce matériel qui exprime ou pas les gènes. Donc vous voyez, il doit y avoir progressivement une disparition au cours des générations de ce matériel s'il n'est pas réactivé. Donc on peut voir, ce n'est pas encore prouvé, mais ça sera visiblement expliqué plus tard. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu débroussaillé ce qu'était la génétique et l'épigénétique. On voit bien que les mutations aléatoires continuent à être valables au niveau de la génétique. C'est la colonne centrale de notre fonctionnement, c'est l'ADN et le codage de notre structure, de notre développement cellulaire. Donc ça code plus ou moins rapidement le développement de certaines cellules ou l'inhibition du développement de certaines cellules. Il y a une codification
dans la vitesse du développement. L'ADN, c'est tout simplement la codification de la vitesse de développement, hein, et en même temps et de la structuration de l'assemblage moléculaire, tout simplement. Hein. C'est un peu complexe, mais bon, voilà ce que c'est. Et l'épigénétique, c'est simplement le fait d'exprimer ou pas, hein, certains gènes, hein, en fonction du milieu, donc une adaptation de plus de l'organisme pour encore mieux survivre. Et ce qui est encore plus fondamental et phénoménal, c'est le fait que nous transmettons les gènes activés ou les gènes ou la désactivation des gènes en fonction de notre confrontation au milieu. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu. Cette vidéo est faite pour les débutants, mais elle est aussi faite pour les gens plus calés dans ce domaine, pour les chercheurs, hein, qui voudraient comprendre la philosophie, hein, naturelle qu'il y a derrière toute cette science génétique et que j'essaye d'exprimer avec mon cœur et avec ma simplicité qui me permettent d'aborder cette simplicité, hein, qui me permet d'aborder les choses fondamentales de ce monde et de les comprendre, car à trop se perdre dans la complexité des choses, hein, la complexité de la structure des choses, on en oublie la simplicité de leur fonctionnement et leur philosophie naturelle de base. Salut, c'était Fred Delavier, 31 minutes, à bientôt. Paix sur terre, en espérant que vous sortez de mes vidéos plus instruits et plus à même d'affronter le monde. Salut!